Quand j'étais enfant, la Fnac, j'avais l'impression que c'était vraiment un endroit merveilleux. Je voyais pas bien ce que c'était. Mais je suis très heureuse parce que j'avais jamais osé espérer une telle reconnaissance de mon travail. C'est un prix que je trouve vraiment chouette pour plusieurs raisons. J'ai découvert ces cultures-là vraiment sur le terrain, j'allais dire, dans les paysages qui sont les leurs pour les Hopis. Et alors, c'est pas l'Arctique, mais il se trouve que j'ai aussi découvert l'art inuit à ce moment-là. Au début, c'était un intérêt tout à fait personnel que j'ai alimenté par beaucoup de lectures. Et puis en fait, assez vite, je me suis aperçue que ces environnements dans lesquels le paysage tenait une place très forte correspondaient à ce que je cherchais moi en littérature, c'est-à-dire explorer le rapport que les êtres humains entretiennent avec leur environnement, mais d'un point de vue, vous voyez, pas ni intellectuel ni affectif, mais quelque chose de quasiment charnel avec la terre qui est la leur. Je crois que voilà, les Inuits tirent leur force principale de cette faculté d'adaptation à des situations. Alors, nous, on aurait tendance à dire climatique extrême, mais pour eux, c'est pas climatique extrême, c'est leur environnement depuis toujours. Et ils ont la capacité de survivre avec presque rien. Et Lévi-Strauss disait quelque part que si on devait mesurer le degré de civilisation d'un peuple à son adaptation à ses conditions de vie, sans doute que les Inuits seraient parmi les populations les plus civilisées du monde. Parce qu'effectivement, ils vivent, pour ça aussi que mon roman s'appelle De pierre et d'os, ils vivent avec... traditionnellement, ça a changé, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Ils vivent avec simplement ce que leur donne une nature très, très, très avare, j'allais dire, autour d'eux, avec des pierres, des os. Le bois, il y en a extrêmement peu. Et puis, tout est fait avec les peaux des animaux qui chassent. Mon souhait, c'était de proposer une immersion au lecteur. Si on prend un point de vue extérieur, ça va être très difficile de ne pas dire « Oula, il faisait très froid ». Parce que nous, du coup, c'est notre jugement qui va parler vis-à-vis par rapport à ces conditions-là. Et ça me permettait du coup de parler de toutes les autres choses qui nous sont peu accessibles, c'est-à-dire l'animisme, le chamanisme, la relation qu'ils ont aux esprits et aux éléments. Et je pense qu'à la troisième personne, j'aurais eu du mal à exprimer ça. Après, c'est de la littérature, je ne sais pas si... probablement qu'un Inuit ou une Inuit ne parlerait pas de ces choses-là de la même façon. Mais voilà, même en termes de style aussi, j'ai essayé de coller à une forme de... J'avais pas de brutalité, mais une façon de raconter les choses qui est très directe, qui est très à la fois factuelle, pleine d'humour, de tendresse, et une forme de simplicité. C'est une femme qui va enfanter plusieurs fois dans le roman. Et en fait, chez les Inuits, il y a un lien très très fort entre le monde des esprits, le monde des morts et le monde des vivants, puisque chaque personne qui naît prend le nom de quelqu'un qui a disparu récemment. Le chaman est, lui, la personne qui, normalement, fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, et le monde des esprits. Alors, moi, il m'a quand même semblé que le corps de la femme est précisément ce lieu de passage. Ça me paraissait assez naturel d'incarner ces forces-là à travers un personnage féminin. À mon avis, c'est un autre rapport à la vie et à la mort. Je pense qu'il y a un rapport organique au vivant qui est différent d'une autre. Ensuite, il y a une forme de bienveillance collective, une solidarité qui, je pense, est nécessaire quand on vit... vous voyez, on peut facilement être un groupe isolé et avoir des premiers voisins à 4 heures de traîneau ou à 400 km, je sais pas quoi. Donc forcément que le groupe doit pouvoir se tenir. Il y a une forme quand même de vivre ensemble très très fort. Et en même temps, une violence... avant, une femme ou un vieillard pouvait se suicider simplement pour soulager le groupe en période de famine. Il y a cette coexistence de choses qui sont à la fois très très dures et d'autres qui sont extrêmement douces. Par exemple, dans la façon d'élever les enfants, il me semble qu'il y a un enveloppement plus qu'un apprentissage. Par exemple, en fait, on considère qu'un enfant et un ancêtre qui revient, et donc plutôt que de lui montrer comment faire quelque chose, on lui dit mais souviens-toi comme tu chassais le renard quand tu étais... Il y a quelque chose comme ça, voilà, de très enveloppant et de très respectueux de l'enfant. Quand tout va bien, quand il y a une famine, ça arrive qu'on étouffe des nouveau-nés ou des jeunes enfants pour... Voilà. Encore une fois, je parle au présent, mais c'est parce que moi, je me suis inscrite dans un temps un peu, j'allais dire, presque archétypal de la culture inuite. Je me suis aussi pas mal renseignée. Je sais qu'il y a des choses qui persistent encore à ce jour. L'identité inuite est quelque chose qui me paraît tout à fait... qui est très vivante et très forte. Et voilà, le mode de vie est plus tout à fait le même que ce dont moi je parle, évidemment.
Même si je voyage beaucoup en imaginaire, même si j'ai passé du temps en Amérique du Nord, dans l'Ouest américain par exemple, je suis pas à proprement parler une écrivaine voyageuse. Je suis quelqu'un qui explore des univers imaginaires très puissants, qui emprunte donc beaucoup à ces cultures, et ça j'en suis très consciente, et c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir. Et je le fais avec une certaine probité. J'avais pas envie d'avoir la caution de l'écrivaine qui serait allée dans l'Arctique, parce que d'abord j'aurais pas pu y passer plusieurs années, puis je pense qu'on connaît pas si bien que ça des populations qu'on visite de notre point de vue, dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Et puis en plus, je pense que voilà, y a une forme de détresse par moment sociale ou économique à laquelle j'aurais forcément été sensible. Et je pense que j'aurais pas pu écrire dans cette espèce de hors-temps si j'avais rencontré voyez, des personnes en particulier, des situations en particulier. Ça m'aurait sans doute, ça aurait créé un écran, un écran d'humanité qui aurait sans doute été très intéressant, mais voilà, c'était pas dans ma démarche littéraire. J'ai écrit quelques livres et j'étais vraiment ancrée dans un imaginaire très fort, onirique, dont j'avais l'impression qu'il n'appartenait qu'à moi. Et quand j'ai découvert les cultures, d'abord Hopi, puis Inuit, même si elles nous sont très étrangères, et c'est ça qui m'a séduite, moi c'est ça qui m'a happée, finalement, c'est quand même des populations qui vivent sur la même planète que moi. Le fait de lire la façon dont elles vivaient leur rapport au monde, à la nature, au paysage qui les environne, m'a, moi, beaucoup apaisée, je sais pas comment dire, dans la façon dont moi-même j'habite les paysages qui sont les miens. Bizarrement, ils m'ont ramenée au monde par leur imaginaire très puissant, et moi, je crois que ça m'aide à vivre, je dirais, en littérature, mais même au quotidien.